vous êtes de retour sur l'émission La Grande Interview et l'invité n'a pas changé, c'est toujours M. Florent Michel Okoko. Il est le président exécutif de l'ITIE. On le reçoit aujourd'hui concernant le rapport de 2012 sur l'ITIE au Congo. Et puis à l'introduction, comme j'ai dit, je ne sais pas par quel miracle, parce qu'on dit toujours que le Congo a fait toujours pour rester, parce que ce n'est pas facile. Ça veut dire que quelque part, le gouvernement, même si souvent on a du mal à accepter, fait un effort de la transparence. Mais souvent, les vieilles habitudes ont la vie très dure, très très dure, comme on dit en anglais. All habits die hard. Bon, monsieur, vous avez parlé comment la CORAF fait très performant. On va même plus parler de cela. On va laisser parler du contrat de performance. Du contrat de performance que l'État avec la compagnie CORAF. Ben, pour moi, l'État peut faire ce qu'elle veut, mais mon évaluation, c'est que souvent ici à Brazzaville, il y a des queues dans les stations. Ça n'a rien à voir avec la CORAF. Ça n'a rien à voir avec la CORAF. Ça n'a rien à voir avec la CORAF. Bon, il faudrait qu'on soit très clair là-dessus. Oui. C'est le transport et la distribution. C'est pour ça qu'on est en train de discuter avec la société, le CFCO. C'est pourquoi on est en train de faire en sorte que les routes entre Brazzaville et Pointe-Noire aboutissent. C'est pas simplement pour faire circuler des voitures, mais c'est aussi pour le transport des marchandises. Vous savez très bien que dans d'autres pays, le transport de carburant se fait aussi et essentiellement avec des voies de circulation qui sont, j'utilise votre mot, performantes, parce que le chemin de fer doit être performant. C'est pourquoi on essaie de rendre le CFCO performant. Et les voies terrestres. Donc je pense qu'il est essentiel et je pense que ce serait peut-être bon que notre État pense à un pipeline entre Brazzaville et Pointe-Noire. Ça faciliterait énormément de choses. Et ça facilitera énormément de choses. Vous avez dit vous-même que l'État fait des choses bien. Mais, et là aussi j'accepte, si le Congo est encore ici, ça veut dire que vous faites quand même un peu d'effort. Mais c'est très difficile pour vous, monsieur Koko, parce qu'il y a les vieilles habitudes qui meurent difficilement. Par exemple, expliquez, c'est votre rapport qui dit. Vous allez un peu. C'est le rapport de l'administrateur indépendant. Qui a dit la procédure d'acquittement de la redéfense informatique et du tarif extérieur commun s'inscrit difficilement dans un exercice ITIE, faute d'être assise sur un référentiel de déclaration commun pour l'État et les entreprises extractives. Et puis elle dit encore, en effet, la DG2 la Direction générale des douanes, oui, ne perçoit pas directement la redevance informatique. Pourquoi vous pouvez expliquer ça? Effectivement. Pourquoi se fait-il, M. Koko, que la Direction générale des douanes ne peut pas percevoir directement les subventions ou les taxes des sociétés extractives? Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un exercice de réglementation. Est-ce que ce n'est pas parce que vous voulez... Non, ça... Non, on va dire les choses comme il se doit. Parce que la douane, c'est la douane. Mais pourquoi ça doit passer par, comment on appelle, les compagnies de transit avant d'arriver... Justement, c'est ce que je voulais expliquer. C'est ce que ça que ce n'est pas parce que vous voulez frauder, vous voulez un peu voler l'argent du tout, pour d'autres buts. Non, du tout. Ben, c'est nous tous qui savons comment ça se passe. Quand on fait une importation, c'est pour ça qu'on paye la douane. On utilise des intermédiaires pour différentes choses, accolage, transit, et tout ça. Et ce que fait le client qui fait de l'importation, ben, il remet l'argent à son intermédiaire pour pouvoir régler à la fois les frais qui sont liés aux différentes, comme vous dites, redevances douanières et les autres frais qui sont liés à la manutention et autres. Le problème que nous avons là-dessus, c'est que les sociétés pétrolières, quand elles déclarent, elles disent « Nous avons payé à la douane tant d'argent ». Et la douane dit « Mais moi, je n'ai pas reçu ». Et nous, on leur dit, mais attendez, il y a un problème là. Les sociétés pétrolières disent qu'elles vous ont payé. C'est d'ailleurs un des écarts importants que nous avons dans ce rapport.
Ils disent oui, mais le problème c'est qu'on ne paye pas nous directement. On paye un intermédiaire, et l'intermédiaire dans sa gestion fait en sorte que la douane puisse être payée en temps dont il estime être opportun. Aujourd'hui, ce problème est un problème qui est posé, et ça fera partie donc d'une évolution, et dont j'espère pourra être faite dans les meilleurs délais. Il a été posé, ce problème a été posé au ministre en charge des Finances, donc le ministre d'État actuellement, pour qu'est-ce que des dispositions soient prises dans la loi de finances actuelle et les lois de finances futures, de telle manière à ce que des dispositions qui existent dans les lois de la CEMAC, des dispositions qui existent dans le code des douanes, qui peuvent permettre aux sociétés pétrolières ou autres minières de payer, de prendre des dispositions pour qu'est-ce que la douane, de manière claire et nette, puisse recevoir l'ensemble de ces redevances directement, tout en bien sûr en trouvant le moyen d'impliquer les différents intermédiaires. C'est vrai, c'est un fait, mais c'est la réglementation actuelle qui permet aux intermédiaires de pouvoir avoir le moyen de trouver un délai de transmission de l'argent qui a été payé. Et dans votre rapport, on dit souvent qu'il y a un décalage entre ce que les transitaires là, déclarent à la douane. Oui, bien sûr. Et puis deuxièmement, ils déclarent quand ils veulent. Est-ce que ce n'est pas fait sciemment pour le détournement? Parce que ça le problème. Est-ce que ce n'est pas fait sciemment pour que une certaine somme considérable vont dans les poches de quelques dirigeants de ce pays? C'est des affirmations que moi je ne pourrais pas supporter. Parce que pourquoi vous ne pouvez pas supporter? Et quand c'est dans le rapport... Dans le rapport, on n'a jamais dit que ça va dans la poche de quelqu'un. Non, moi je me pose la question. Vous avez le droit de vous poser toutes les questions. C'est pour ça que le rapport est là. Voilà, parce que la question que je pose, et que votre rapport dit, mais c'est même pas maintenant aujourd'hui, on vous a déjà fait une recommandation comme cela, mais vous refusez toujours de vous mettre en conformité. Donc ça veut dire que quelque part... Nous on veut que la conformité soit faite. Mais les dispositions sont prises. Et je suis à peu près certain, dans le rapport qui est lié à l'exercice en cours de 2014, donc ce ne sera même pas le prochain rapport, mais le rapport suivant. Je suis à peu près certain qu'on va le constater encore dans le rapport 2013, puisque les dispositions de la loi, c'est maintenant, ça sera fait dans l'exercice 2014. Ce n'est pas fait pour faire du détournement. C'est malheureusement, il y a des dispositions réglementaires comme ça, qui, quand on les met en place, semblent être à l'avantage de l'État, mais quand on est dans l'exercice de ces dispositions en vigueur, il y en a beaucoup comme ça, on se rend compte qu'on met en place des intermédiaires qui, quelquefois, font de la rétention, je dirais bien de la rétention de la fiscalité de l'État. Et c'est pas acceptable. Donc, je répète, les dispositions seront prises pour que cette rétention soit mise à disposition. Mais le plus important, c'est que s'il y a un détournement, le détournement va certainement être constaté. Les sociétés pétrolières n'ont pas d'état d'âme. Elles nous ont écrit et disent que nous ont payé. Oui. Mais maintenant, les intermédiaires, mais ils vont sortir cet argent qui a été payé, c'est tout. Il n'y a pas de machine. Si à l'issue des investigations... Quel pouvoir, M. Koko, votre institution, ITIE, a pour punir ou obliger un transitaire qui décide que, bon, on m'a donné de l'argent en janvier, je vous donne en janvier 2015. Mais je viens de vous donner la solution. La solution, c'est la loi de finances. C'est pas nous qui décidons. Nous, ITIE, nous n'avons aucun moyen coercitif. Nous informons le ministre en charge des Finances, qui nous avons au moins, à travers le rapport, le mandat de pouvoir leur informer. Nous en informer la Direction générale des douanes, et nous demandons simplement que les dispositions soient prises pour qu'il y ait comme vous dites, une transparence, une gouvernance mieux adaptée à la gestion des paiements qui sont faits par les sociétés à la Direction générale des douanes. Donc le ministère des Finances, c'est un tigre en papier. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que... Ah non, ça, moi je suis du ministère des Finances, je ne peux pas accepter qu'on dise qu'on est des tigres en papier. Ah oui, parce que votre absence de nomenclature fiscale spécifique au secteur extractif. Cette même recommandation vous a été faite l'année dernière. Et c'est vrai. Et encore cette année, et peut-être l'année-ci, et vous êtes toujours en train de préparer pour faire une politique. Voilà, en ce moment, c'est plus autre chose. Un dispositif est mis en place et qui est géré par le cabinet du ministre d'État pour réformer ce qu'on appelle la chaîne des recettes.
Ce qui veut dire que quand on réforme la chaîne des recettes qui arrive au niveau du trésor public, on doit faire une adaptation de la comptabilité, de la manière dont ça doit être constaté. Ce n'est pas seulement la comptabilité des recettes qui viennent des industries extractives, mais c'est l'ensemble des recettes qui viennent au trésor public. Ce travail est actuellement fait. Il a été aujourd'hui mis en place un dispositif qui permette à l'ensemble des acteurs du ministère en charge des Finances de s'asseoir, parce que vous avez totalement raison. 80 à 85% des recettes de l'État viennent du secteur extractif. Il faudrait, parce que nous, on a malencontreusement pas encore changé ou accepté le fait que cela vienne des industries extractives. Donc, vous avez des libellés qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas l'adaptation. Et c'est le travail qui est actuel. Je suis à peu près sûr que si nous discutons, nous réorganisons dans un espace de 3 à 6 mois cette discussion, nous pourrons vous dire que la nomenclature au niveau du trésor public a fortement évolué de telle manière à s'adapter à la nomenclature qui vient des industries extractives. Vous avez raison, ça n'a pas été fait l'année dernière, ça n'a pas été fait par rapport au rapport, et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est en cours d'être fait. C'est en cours d'être fait, et puis ça prendra combien de temps pour le faire? Je vous ai dit qu'on pourra se retrouver dans 3 à 6 mois pour pouvoir commencer à en discuter. Est-ce que maintenant vous avez une fiabilité dans la traçabilité, les comptes là, et c'est une fiabilité? On a la chance, et c'est égal pour tous les pays d'Afrique centrale. On a la chance. Non, parlez pour vous-même. On a la chance d'avoir la Banque des États d'Afrique centrale. Ah bon? Et là-bas, on peut tracer, on peut regarder. La Banque des États d'Afrique centrale, qui a une reconnaissance internationale et dont la fiabilité n'est pas remise en cause, permet d'avoir la traçabilité de l'ensemble des paiements. Et, comme nous le savons tous, le Trésor public s'adosse fortement sur un certain nombre de dispositifs et un certain nombre de ses comptes sur la Banque centrale. Donc, aujourd'hui, s'il faut savoir comment un certain nombre de choses ont été payées, on peut trop simplement demander au Trésor public de mettre en place des éditions de dispositifs qui est lié à la Banque centrale pour pouvoir suivre l'ensemble des paiements qui sont faits par tous les redevables, toutes les personnes qui doivent payer de l'argent au Trésor public, y compris bien sûr les sociétés pétrolières, y compris bien sûr la Société nationale. Et c'est ce qui est fait. Donc la traçabilité dont vous parlez est constatée. Elle n'est pas seulement constatée par nous. Les sociétés elles-mêmes ont besoin d'être sûres que l'argent est arrivé au Trésor public. Nous avons travaillé avec le Fonds monétaire international qui a constaté cela. Et je rappelle, et vous le savez, que tous les 3 mois, une certification des comptes, une certification des recettes pétrolières de l'État est faite par un tiers indépendant. Donc là-dessus, le Congo n'a pas de problème. Avant que je ne vous pose une autre question sur les problèmes, les responsabilités sociales des sociétés, pourquoi se fait-il qu'il y a toujours des sociétés qui n'utilisent pas l'informatique, ils font les rapports à la main? Non. Pas les sociétés. C'est de qui alors? C'est pas les sociétés. Donc j'ai mal lu alors. Sur le rapport, on parle des rapports qui sont présentés à l'administrateur indépendant, qui sont des rapports qui sont faits à la limite, quand on dit à la main, de manière à ce que l'on ne voie pas derrière un système d'information. Est-ce que ce n'est pas là une manière aussi de dissimuler les fonds qui ne veulent pas? Ce n'est pas parce que je suis d'accord avec vous qu'un système d'information qui n'est pas habilité peut cacher un certain nombre de choses. Mais ce que je peux vous dire, c'est que d'un côté, vous avez les sociétés pétrolières et minières qui, elles, sont équipées à 150% du point de vue des systèmes d'information. De l'autre côté, vous avez l'administration qui n'a pas souvent, et ça, on l'a reconnu dans notre rapport, l'ensemble des équipements, mais qui s'adosse, et quand je répète, sur la Banque centrale et sur le Trésor public qui, lui, pour un certain nombre de choses, a des équipements adaptés. Donc, si certains acteurs viennent avec des documents qui ne semblent pas des documents sortis d'un système d'information, il y a cette possibilité d'exiger
ce qu'on appelle des backups, donc des documents qui attestent que les écrits que vous avez mis en place doivent être certifiés par des documents que l'on peut, dont on peut avoir de la fiabilité certaine. Et c'est cette exigence qui est demandée par l'administrateur indépendant. Il ne suffit pas de venir nous dire, ben voilà, bon, mais moi je vous dis que c'est ça qu'on a reçu au Trésor public. Non, on dit, ah, merci, c'est très gentil de votre part d'avoir fait votre travail, mais amenez-nous les documents qui prouvent que cet argent est effectivement arrivé au Trésor public. Donc nécessairement, la Banque centrale, nécessairement l'ensemble de toutes les traçabilités. Est-ce que ce n'est pas ce genre d'incohérence qui fait qu'aujourd'hui, les Congolais, ils ne voient pas les dividendes du pétrole? Les dividendes du pétrole, c'est un mot qui est précis, et on va être d'accord. La Société nationale des pétroles du Congo paye ses dividendes. C'est la seule société qui paye ses dividendes à l'État. Et c'est constaté dans les rapports. Monsieur Okoko, vous faites comme un politicien. Je ne suis pas un politicien. Maintenant, les dividendes de l'État... Je veux dire les retombées, parce qu'avec tout ce qu'ils écrivent à main, là, et puis on doit faire les traçabilités à la Banque centrale pour voir... Non, mais il y a une certaine... Maintenant que les Congolais exigent, et c'est dans leur droit, que ces revenus qui sont importants, on parle de l'ordre de 2500 milliards de francs CFA qui ont été reversés en 2012 au Trésor public, constaté. C'est maintenant le côté de la dépense. C'est maintenant le côté de la gestion de cet argent, de la gestion souveraine de cet argent. Quand vous dites déjà souveraine, c'est que vous ne voulez pas que quelqu'un parle. Non. Moi, j'ai toujours donné cet exemple. Oui. Vous et moi, nous sommes dans un studio et nous sommes en paix pour parler. Parce que pour qu'on puisse parler, il faut qu'on soit tranquille. Il faut qu'on soit en paix. Mais la paix, là, pour qu'il soit calme dehors, comment on a fait? Qui a payé pour qu'on soit en paix? Pour qu'il y ait une tranquillité? C'est l'agent du pétrole qui a payé. Mais attendez, le Congo reçoit 85% de ses revenus de quoi? Vous savez, quand vous utilisez le mot de paix, là, c'est pour... Paix, tout le monde. Non, c'est vous qui avez une mauvaise interprétation. Personne ne doit plus parler parce que si on parle, ça va apporter les problèmes. Non, c'est une mauvaise interprétation. Parce que il faut savoir que il faut améliorer la santé, il faut améliorer l'éducation, il faut mettre des infrastructures. C'est vrai que ce n'est pas parfait. Mais quand dans la psychologie de la population, on voit que les choses petit à petit évoluent, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui n'étaient pas là il y a 5 minutes, 10 minutes, il y a un an, qui arrivent lentement dans la gestion communicative ou de l'information du commun mortel, ça porte un peu plus de paix. Et cette paix-là n'a qu'une manière pour le moment, c'est l'argent qui est arrivé au Trésor public, qui a un budget de l'État, qui est voté par le Parlement, qui est vérifié par le Parlement à travers la loi de règlement et qui est mise à la disposition de tout le monde. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne sais pas et je ne suis pas habilité à parler de la défense, de la dépense. Non, ne parlez pas de la dépense. Je ne veux pas que vous parliez, mais je veux vous poser une autre question. Pourquoi se fait-il que il y a toujours ce problème d'insuffisance de traçabilité, de responsabilité sociétale des sociétés qui opèrent dans nos pays, au Congo? Parce que dans le rapport, traçabilité insuffisante des projets sociaux. Ah, ça c'est autre chose. Vous parlez, attendez, vous parlez de responsabilité sociétale, c'est un autre problème. Ah bon? Maintenant, si on parle des projets sociaux, c'est une autre affaire. Voilà ce que l'on dit. On dit. Mais c'est la même chose que je suis en train d'en parler. Je ne suis pas trop sûr. Je suis pas trop sûr de ce que nous comprenions la même chose. Mais moi, ce que je veux dire par rapport aux projets sociaux. Oui. De manière contractuelle, les sociétés pétrolières doivent faire un certain nombre de choses.